Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woulot, votre émission débrief sur les matchs de l'Euro 2021 avec Brother Jimmy et son équipe. À 20h, on se retrouve pour le Focus, nous sommes mardi, donc nous retrouverons nos jeunes de l'association Webash. On abordera plusieurs thématiques, à savoir le lynchage de Kylian Mbappé, même si on n'est pas en foot, ça fait quand même partie de l'actualité. On parlera également des élections régionales et départementales qui se sont clôturées ce dimanche et on parlera de la probabilité de faire le vote électronique ici en France ou en Guadeloupe d'ailleurs, un jour peut-être. Quand la technologie sera disponible, enfin elle l'est déjà, on vous en parlera. Ce sera tout de suite après la coupure pub, mais de 20h. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 29 juin 2021 et voici les titres de ce journal. Combat ouvrier appelle à la manifestation ce vendredi lors de l'investiture du Conseil régional à Basse-Terre, une opération pour interpeller les politiques sur la gestion catastrophique de l'eau en Guadeloupe. Puis nous parlerons de cette opération de sensibilisation contre le harcèlement. Journal, je recevrai Bertrand Hudot, qui est inspecteur général de la SNSM pour la Manche et les Outre-mer. Il sera en compagnie de Denis Brudet, notre délégué départemental SNSM, ainsi que Laurent Sanimorte, directeur du pôle formation de la SNSM aux Antilles. Et on reviendra sur la journée nationale des sauveteurs en mer. C'était hier, donc on les mettra à l'honneur aujourd'hui. Et le mauvais temps, lui, est en chemin. Dès ce soir, la météo va se dégrader avec l'arrivée d'une onde tropicale. Au programme, orages, pluie, rafales de vent et dégradation sérieuse de l'état de la mer. Un temps qui sera perturbé jusqu'à vendredi au moins, puisqu'une autre dépression nous touchera tout de suite après. On fait le point avec Cécile Marilus, responsable du service de prévision à Météo Guadeloupe. Dès cette nuit, nous attendons le passage d'une onde tropicale. Donc cette onde tropicale est actuellement surveillée par nos services et également par le Centre national des ouragans de Miami, car elle présente un potentiel de renforcement de l'ordre de 40% dans les 5 jours. Cela veut dire qu'elle peut possiblement y avoir 40% de chances qu'elle devienne une dépression tropicale dans les 5 jours. En ce qui concerne la Guadeloupe, on a bien une onde tropicale qui va nous intéresser dès cette nuit, donc nuit de mardi à mercredi, et qui va nous amener des pluies localement fortes, également des orages, ce n'est pas exclu. Et ces pluies pourront être accompagnées de rafales de vent. Donc on attend ce temps dégradé, notamment pour la journée de demain. On s'attend aussi à une dégradation de l'état de mer, voilà, avec une houle d'est qui va arriver côté Atlantique. Et à l'arrière de cette onde tropicale, nous avons une autre onde qui se situe ici et qui va, elle, se déplacer plus sur le sud de l'arc, mais il n'est pas exclu que dans la journée de vendredi, elle nous amène également quelques averses. Donc on s'attend à un temps perturbé jusqu'à vendredi au moins. Une interview signée Maxime Morel. Et après des dizaines d'heures d'audition dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur l'eau, la députée Mathilde Panot monte au créneau à l'Assemblée nationale. Cette dernière a dépeint la situation courante sur nos îles. Regardez. Monsieur le Premier ministre, imaginez une seule seconde l'Élysée sans eau. Imaginez une seule seconde le personnel du président de la République se relayer rue du Faubourg Saint-Honoré avec des packs d'eau sur les épaules, recueillir de l'eau dans des fontaines, apporter le linge à la laverie. Imaginez une seule seconde Emmanuel et Brigitte Macron boire de l'eau avec des matières fécales ou du chlordécone. Imaginez une seule seconde vos enfants manquer 1 mois et demi de cours par an car il n'y a plus d'eau à l'école. Imaginez une seule seconde vous lever à 3 heures du matin pour espérer recueillir un filet d'eau au robinet. Imaginez une seule seconde la plus grande pandémie du siècle dans un territoire où il n'y a pas d'eau pour se laver les mains.
Monsieur le Premier ministre, délocalisez l'Élysée au Gosier, à Saint-François, à Goyave ou aux Abîmes pour voir. Voilà à quoi ressemble le quotidien insupportable de nos compatriotes en Guadeloupe. Des familles reçoivent des factures d'eau de 5 000 € tout en subissant des coupures d'eau incessantes qui leur pourrissent la vie. Certaines d'entre elles vivent sans eau depuis 6 années. Des familles se ruinent, investissent jusqu'à 8 000 € sans aucune aide pour s'acheter une citerne et recueillir de l'eau de pluie pour vivre. Mais vous, pas un mot. Pas un mot sur les ravages de la Générale des eaux de Veolia qui a laissé les canalisations à l'abandon. Pas un mot sur les millions de lots détournés sur le dos des usagers. Pas un mot en faveur d'une gestion publique de l'eau dont la population a tant besoin. 400 000 Français et Françaises sont en détresse. Faut-il que le malheur des Guadeloupéens et de tant d'autres de nos compatriotes arrive jusqu'à vous pour vous en soucier? Il est de la responsabilité de l'État de garantir le droit humain à l'eau et à l'assainissement. En Guadeloupe, une catastrophe sanitaire et écologique est en cours. Nous n'avons plus le temps, alors sortez l'argent. Monsieur le Premier ministre, la Guadeloupe se meurt. Quand allez-vous rendre aux Guadeloupéens leur dignité? Merci. Une question gouvernement, et le gouvernement qui s'est dédouané directement en précisant que les services de l'État ont dû même se substituer aux collectivités locales, et ils ont également abordé ce fameux plan d'urgence en eau potable de 90 millions qui a été débloqué depuis 2016 et qui aurait permis de boucher quelques fuites ici en Guadeloupe. Mais comme Mathilde Panot l'avait souligné précédemment, on est très loin du milliard d'euros nécessaire pour la réfection entière des canalisations et ce fameux plan Marshall qui devrait avoir cours sur tout le territoire et pas par à-coup, comme c'est le cas actuellement. Et à défaut d'investir, la région Guadeloupe, Combat Ouvrier se prépare à la mobilisation ce vendredi devant la collectivité à Basse-Terre. L'objectif, faire un point sur la situation de l'eau en Guadeloupe, tant sur la distribution catastrophique que la qualité médiocre de la ressource. Et bien oui, tout le monde sait qu'il y a des matières fécales dans l'eau en Guadeloupe, et c'est sans compter la gestion humaine et le devenir des agents après la dissolution du SIAG au 1er septembre prochain. On écoute Jean-Marie Nomertin au micro de Stanley Manicor et Cassandre Etnajos. Vendredi, c'est sur la question de l'eau. Qu'il y ait de l'eau dans les circuits, mais surtout que de l'eau potable, parce que nous avons deux phénomènes. Pas ni de l'eau dans les robinets pour un bon parti de la population là, et de l'eau là, qui a coulé, il n'est pas potable. Donc nous avons dit, faire nous régler, mais nous avons dit aussi, nous avons mettre des revendications en avant. De qui doit les impôts qui ont saisi l'argent en nous sur de l'eau qui est il n'est pas responsable d'elle d'une part et qui a fait nous payer de l'eau, nous pas ni un robinet en nous. En lançant un appel, combat ouvrier, nous sommes en partie qui a défendu les travailleurs. Nous avons dit les travailleurs aussi qui a dans le syndicat mix ouvert de l'eau là qui pour créer le 1er septembre. Le 31 août, il est censé disparaître tous les établissements publics à caractère de coopération intercommunale, les EPCI. Donc, faire aussi, faire ça d'étape pour ne pas pris à d'un pot chiclette et surtout que vous demandez compte quand vous divini ou la yokai. Donc, tout qui travaillait, qui mon population là, et surtout malheureux, qui nous présent en masse devant la région pour que nous fassions un point sérieux et surtout que nous veillions au grain. La cour de récréation est le lieu où les frustrations et les colères des enfants se libèrent. Harcèlement et violence vont bon train pendant ce moment techniquement dédié à la détente. En tout cas, dans les établissements, on tente de trouver des solutions pour pacifier un peu ces moments. Regardez. Faisons la tournée des écoles, d'abord les primaires, parce que ça commence à ce niveau. Et parfois, ça va jusqu'au collège, parce que moi, je suis dans le conseil d'administration du collège aussi. Et ça va en s'amplifiant. On a eu au début d'année que ça va en s'amplifiant. Donc, on commence par sensibiliser les petits. C'est pourquoi harcèlement et violence à l'école, on voit ça tous les jours. Et ça se situe plutôt à l'heure de la pause méridienne. De sorte qu'à l'école, l'enfant peut bien se contenir. Mais à la pause méridienne, ce sont les animatrices qui sont là, les associations. Donc, ils se laissent aller. Et voilà. Donc, on a décidé, à partir de ça, on a décidé de faire en sorte qu'à l'école, qu'on n'ait plus ce genre de situation. Au moins qu'on va un peu baisser l'événement. Alors, pour le harcèlement et la violence à l'école,
Pour les enfants, ils voient que c'est se taper dessus, se bagarrer, c'est jouer, mais ils voient pas la gravité quand c'est continuel et que ça se répète souvent. Pour eux, jusqu'à maintenant, c'est on joue. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Qu'il fallait pas faire de la violence à l'école. S'il y a de la violence, on appelle un adulte, une personne qui est un adulte, par exemple les maîtresses, la directrice, les tatis de cantine, toutes sortes d'adultes. Et aussi, la violence, ça ne résout pas tous les problèmes. Il faut mieux appeler quelqu'un pour aider les personnes qui se font harceler, se donner des cours, tout ça. On a débuté par les CP, ils ont été très réceptifs, ils sont très participatifs, ils ont des mots à dire, des choses à dire qu'il faut écouter, qu'il faut prendre en considération et leur expliquer aussi s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Je dirais de ne pas se faire de mal pour pas se blesser les autres, après avoir des problèmes. Il faut être gentil avec les autres, même si on n'aime pas la personne. Il faut montrer que sur notre visage, on aime la personne. Et Charlie Dagognac a eu l'honneur de rencontrer ces tout petits qui s'expriment particulièrement bien. Et Cédric Cornet, lui, se félicite d'un partenariat signé avec l'Agence française de développement, l'AFD. Grâce à un prêt à taux zéro, le maire du Gosier entend financer la totalité du plan pluriannuel d'investissement. Selon lui, cet accord devrait offrir un avenir radieux aux Gosiériens et Gosiériennes. On l'écoute. Au nom de mon conseil municipal, mais aussi au nom de la ville du Gosier, des habitants du Gosier, des Gosiériennes et des Gosiériens, remercier ce partenariat avec l'AFD qui fait confiance au maire du Gosier, qui fait confiance à sa majorité, mais qui fait confiance aussi à notre bonne gestion. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons promis d'améliorer la situation économique de la ville du Gosier et d'amener un service public de qualité. C'est vrai qu'il y a la grève, ça va se terminer très bientôt, mais au-delà de ça, nous préparons l'avenir. Et donc aujourd'hui, nous sommes prêts à rétablir toutes les écoles du Gosier avec cet argent, rétablir la restauration scolaire et de mettre tout le PPI de la ville du Gosier en marche. Et donc, c'est pour ça que je suis très fier ce soir de signer cet accord avec l'AFD parce que je sais que l'avenir va être radieux pour les Gosiériens et les Gosiériennes et que je me donnerai à 200% ainsi que ma majorité pour pouvoir amener tous ces projets à bon terme. Ce sont des investissements au sein de son budget d'investissement qui sont très vertueux sur le plan climatique, atténuation et adaptation au changement climatique, qui fait que grâce aux subventions du ministère des Outre-mer, on est en capacité de bonifier le prêt pour ramener son taux à 0%. On va regarder au sein du budget d'investissement de la commune l'ensemble des investissements qui sont programmés. On va les passer à une grille d'analyse pour voir en termes de co-bénéfice climat si ils sont bien verts ou pas. Et en fonction de ça, on arrive à une grille finale pour la ville du Gosier qui atteint 56% de sa PPI qui est compatible co-bénéfice climat, ce qui est un score très, très important. C'est la première fois qu'on développe cette méthodologie-là en Guadeloupe avec une commune. Et c'est un score très très honorable et qui démontre la volonté affichée de Monsieur le maire de s'inscrire sur une trajectoire très vertueuse en termes d'investissement pour sa commune. Lorsque je dis que je fais quelque chose, je le fais. Donc si nous signons un accord avec l'UGTG, si nous signons pour pouvoir améliorer la situation, c'est que tout est cadré et réglementé. On ne fera pas n'importe quoi avec l'argent public et avec le futur des Gosiériens et des Gosiériennes. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on enchaîne avec le lancement de la plateforme Emploi Insertion de la ville de Petit-Bourg, un mini-site dédié aux jeunes et demandeurs d'emploi pour les accompagner dans leurs recherches. Le reste en images.
Cette plateforme que nous avons lancée aujourd'hui permettra de faciliter l'accès donc aux administrés, notamment les administrés qui résident éloignés du bourg. Ils pourront désormais chez eux ou venir à l'espace information emploi faire acte de candidature. Jusqu'à maintenant, nous recevons les candidatures papier et désormais nous allons recevoir les candidatures de manière dématérialisée, ce qui permettra également de sécuriser la réception de toutes ces candidatures papier, mais aussi de contribuer à l'environnement et donc l'écologie. Souvent, nous étions confrontés à des difficultés par rapport à des candidatures papier qui avaient des soucis de disparition ou bien qui étaient mal dirigées dans les services. Et donc, il y avait des perditions de candidatures. Donc là, tout est centré. En un clic, la personne peut facilement déposer sa candidature et pouvoir avoir une réponse assez rapidement des services administratifs de la ville. C'est accessible par un téléphone portable, donc c'est très facile d'utilisation. En un clic, avec une photo du portable, on peut télécharger des documents et envoyer sa candidature assez rapidement quand on voit quelque chose d'intéressant. Donc on peut faire immédiatement. Je connais la réactivité des jeunes, donc grâce à cette réactivité, ils pourront candidater rapidement. Et c'est un site, c'est une plateforme très facile d'utilisation. Donc le jeune ne pourra qu'être content d'avoir une telle plateforme pour pouvoir candidater sur des domaines qui l'intéressent. Ce site sera accessible dès aujourd'hui, fin de journée, et donc elle sera accessible sur emploi-ville-petitbourg toutattaché.fr. Et à l'occasion des journées japonaises, la préfecture de Guadeloupe organise des exercices grandeur nature. Ces phases pratiques visent à entraîner les services de l'État et informer les populations sur les conduites à tenir lors de ce type d'événement. Le scénario du jour, évacuer la zone de Saint-Claude suite à une éruption volcanique. Le reportage de Michel Depape. Il faut replacer cet exercice dans son cadre. On est dans le cadre des journées japonaises, ces journées qui ont lieu à la préfecture et qui visent deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'entraîner les services de l'État et les collectivités sur un risque de type volcanique ou sismique afin de parfaire les procédures. Et un deuxième objectif est celui d'informer les populations sur ces risques et les conduites à tenir. Cet exercice, il vient clore ces journées japonaises pour cette semaine. Nous avons eu des ateliers et une séquence d'information au sein de l'éducation nationale. L'exercice, il a pour but, comme je disais, de parfaire les procédures entre les services de l'État, les collectivités. On est sur un exercice d'évacuation suite à une éruption volcanique. On recherche, si vous voulez, l'efficacité dans les procédures. On recherche à découvrir les faits qui peuvent nous mettre en défaut. Bien évidemment, dans une crise, tout ne peut pas être prévu. Le but, c'est d'être prêt à affronter une certaine incertitude et développer des réflexes et des savoir-faire. C'est un travail qui est continu. Bien évidemment, il faudra parfaire cette information puisque les services de l'État, comme nos concitoyens, n'ont pas la maîtrise complète des procédures ou les réflexes. Il s'agit de les entretenir. Donc aujourd'hui, on sortira sur un bilan qui est satisfaisant, sur une appréhension de la crise de type volcanique, sur une appréhension des problématiques de l'évacuation des populations. Bien évidemment, en cas de crise réelle, la situation sera beaucoup plus complexe. Elle nécessitera cette réactivité et on y arrivera grâce à une prise de conscience collective et à des savoir-faire collectifs qu'on devra tous mettre en œuvre. Alors tant qu'on aura un risque, quel qu'il soit, cyclonique, sismique, volcanique, on devra travailler, je dirais, perpétuellement pour être prêt à l'affronter. Et petit focus maintenant sur le Karu Kira Ballet qui accueille en ce moment Marie-Agnès Gillot, une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Un honneur pour cette formation de danse qui souhaite se perfectionner mais aussi montrer son niveau de technicité à des professionnels. Le reportage de Stanley Manicor. J'avais vraiment très envie de faire venir une étoile de l'Opéra de Paris en Guadeloupe pour une des vraiment premières fois depuis longtemps et on est super fiers qu'elle ait accepté l'invitation. C'est vraiment une très jolie opportunité. Marie-Agnès Gillot, c'est une icône, c'est vraiment quelqu'un qui a une carrière absolument somptueuse.
je me sens à l'aise. Je trouve que la danse classique, c'est un langage universel. Donc ça passe les continents, ça passe partout en fait. Oui, c'est soutenu. C'est supérieur, quoi. C'est très demandant, quoi. C'est pas un cours pour débutants, quoi, aujourd'hui. La danse classique, ça a toujours été quand même considéré comme un art, et je pense que c'est pas démocratisé, c'est juste souvent des effets de mode, mais en fait la danse classique, elle passe à travers tous les âges et c'est pas un effet de mode, quoi, en fait. J'ai la chance de pouvoir encore montrer, je vais profiter, je vais surfer sur la vague et comme tant que mon corps me le permet, pourquoi pas aussi prendre et donner surtout l'exemple. C'est même pas un gros moment, c'est le moment, quoi. Même dans ma carrière de danseur, j'ai pas beaucoup dansé pris un cours avec des étoiles, donc c'est vraiment une chance, et en plus chez moi en Guadeloupe. On est vraiment à fond et on veut vraiment pas la décevoir et lui montrer que surtout qu'en Guadeloupe il y a aussi du niveau pour la danse classique. J'aime bien redonner ce que j'ai reçu dans la vie aux plus jeunes maintenant. C'est un autre métier, la pédagogie, c'est pas pareil que danseuse en fait. Je donne des cours tous les jours, à tous les âges, donc là aujourd'hui c'était les grands, mais demain j'ai les petits. De retour sur le plateau, je reçois maintenant Bertrand Hudot, qui est inspecteur général de la SNSM pour la Manche et les Outre-mer. Il est en compagnie de Laurent Sanimorte, qui est directeur du pôle formation de la SNSM aux Antilles. Et nous avons également monsieur Denis Brudet, qui lui est notre délégué départemental SNSM en Guadeloupe. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va s'adresser à vous, puisque déjà vous êtes inspecteur général, vous êtes de passage ici en Guadeloupe, donc vous coordonnez un petit peu toutes les actions. On tient déjà à saluer et féliciter le travail des sauveteurs en mer, un travail qui est particulièrement ingrat, puisque finalement ce sont des bénévoles qui sont à la tâche. L'année dernière, vous avez entamé une collecte pour renouveler justement votre flotte. Ici en Guadeloupe, on a un problème d'embarcation, monsieur Brudet nous a fait état de cela. Alors comment se porte la SNSM finalement, et avez-vous eu votre bateau, aurons-nous eu notre bateau ici en Guadeloupe? Alors d'abord un petit mot sur la SNSM en Guadeloupe. La SNSM en Guadeloupe, c'est 3 stations qui sont basées à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre et aux Saintes. Ce sont des stations qui sont armées par des bénévoles qui, 24 heures sur 24, sont prêts à intervenir pour aller sauver des gens qui ont des difficultés en mer. Et pour vous donner un peu une idée, l'année dernière, d'abord la SNSM, c'est à peu près 83 bénévoles répartis sur ces 3 stations, et c'est 52 opérations de sauvetage l'année dernière, c'est-à-dire une par semaine. Une fois par semaine, vous avez ces bateaux qui appareillent et qui vont sauver des gens en mer, et ça représente à peu près 50 personnes. Alors après, il y a d'autres services qu'ils peuvent rendre, notamment des remorquages de bateaux, etc. Mais enfin, ce qui est intéressant de retenir, c'est ces 52 sauvetages, un par semaine. Le grand enjeu aujourd'hui pour la Guadeloupe, c'est le remplacement des bateaux qui sont vieillissants, et donc on a 3 bateaux à remplacer dans, je dirais, les prochaines années. Donc le premier qui va être remplacé, c'est celui des Saintes, avec un nouveau bateau qui va arriver à peu près en début d'année ou au milieu de premier semestre donc de l'année 2022. Ce sera un nouveau bateau de 14 mètres qui sera donc pour les Saintes, qui sera un bateau moderne, qui aura toutes les capacités de sauvetage et de sécurité pour les opérations, qui aura une amélioration très nette en termes de protection de l'environnement, puisqu'on s'astreint aux normes les plus rigoureuses en termes de bateaux, en termes de protection et de respect des normes de l'environnement, qui au-delà de ce qui est demandé pour la Guadeloupe. Puis il y aura aussi une troisième capacité intéressante pour ce bateau, c'est que ce sera une véritable ambulance de la mer, parce qu'on aura une capacité d'emport des civières, comme un peu sur une ambulance, permettant de faire des transports sanitaires, principalement entre les Saintes et la Guadeloupe, au profit donc de la population saintoise. Un équipement quand même qui doit coûter un certain prix. Oui, alors... On sait que vous fonctionnez par bénévolat. Est-ce que la générosité est au rendez-vous pour financer ce projet ? Alors, d'abord, nous sommes beaucoup... Alors, d'abord, pour vous dire les choses simplement, ce bateau, il va coûter 2 150 000 euros.
avec là-dedans pris l'octroi de mer, dont le Conseil régional nous a dit ce matin que nous pourrions être exonérés. Donc déjà, ça ramènera à, donc on peut dire 1,9 million. Là-dessus, nous avons d'abord une aide, et ça me fournit l'occasion de les remercier, des collectivités locales. Donc le Conseil régional et le Conseil départemental vont nous offrir chacun une subvention de 250 000 euros. Vous rajoutez une subvention, alors c'est pas le bon terme, un don de la CMA-CGM de 600 000 euros, la Compagnie du Ponant 100 000 euros et également l'Agence régionale sanitaire qui va financer 200 000 euros précisément pour cette fonction dont je vous parlais tout à l'heure de transport sanitaire. Et le reste, eh bien, c'est la SNSM qui le finance, ce dont, en gros, alors en fonction de octroi de mer ou pas octroi de mer, on peut retenir 1 million. 1 million. 1 million, bon, c'est quand même alors, une somme conséquente. C'est quand même une somme conséquente. Alors là-dessus, donc ce reste, et il y a effectivement la générosité du public, et ça c'est très important. Bon, il y a eu, vous avez évoqué la journée nationale des sauveteurs qui s'est déplacée, qui s'est passée il y a 2 jours. C'est vrai qu'on fait appel à la générosité du public parce que nous avons bien sûr des aides de l'État, et donc pour faire simple, on a un budget de la SNSM. Alors là, je parle au niveau national, c'est à peu près 50 millions de collectes. Vous avez 10,5 millions fournis par l'État, les collectivités locales qui fournissent, comme je viens de l'évoquer, et puis le reste, eh ben, c'est le grand public, c'est du mécénat, et effectivement, on fait appel à la générosité du public pour pouvoir fonctionner. Et c'est donc très important de soutenir les sauveteurs avec une générosité qui peut prendre différentes formes. On est d'accord, je le répète encore, puisque moi je l'ignorais avant que M. Brunet ne me le dise. Les sauveteurs en mer sont des bénévoles, donc ils prennent des risques, ils mettent leur vie en danger pour secourir d'autres personnes, et ça de manière bénévole. Donc effectivement, on leur doit quand même bien ça. Alors M. Brunet, comment ? Eh bien, comme M. l'inspecteur général vous a presque tout expliqué, c'est juste un 2 mots pour vous dire comment ça se passe chez nous en Guadeloupe. Et comme vous le dites, ce sont des bénévolats. Et quand la mer est belle, bon, ben, on n'a pas d'appel. Mais c'est quand la mer est mauvaise, bon, mais il y a le CROSS qui nous appelle, et en plus, on ne dit jamais non. Même si on sent que le temps est mauvais, mais il faut y aller. Vous sentez que c'est un devoir pour vous d'y aller ? C'est un devoir pour nous d'y aller. Prenons l'exemple des Sables d'Olonne, ce qui s'est passé avec les 3 disparus. Ils savaient très bien que la mer était très mauvaise, qu'il était en danger, mais ils sont partis. Alors, je dis quand même, chez nous en Guadeloupe, bravo la SNSM, ou Guadeloupe ou sur le plan national, puisque le travail qu'il fait quand même pas l'essence que l'on rembourse. C'est pour vous dire quand même le risque qu'il prend, et c'est 24 sur 24. Et ce ne sont pas des retraités, ce sont des gens qui travaillent, mais en fonction de leur travail, ils s'arrangent toujours pour qu'ils répondent toujours présents. On voit que sur de toute façon, chaque opération d'intervention de sauvetage, on voit que la SNSM est première d'ailleurs, avant le CROSS bien souvent. Au niveau de la formation, comment ça se passe ? Puisqu'on ne devient pas sauveteur en mer, on imagine, du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Alors en fait, on l'a bien dit, ce sont des bénévoles, mais ils ont des exigences de compétences et de qualifications de professionnels. On ne peut pas imaginer que des sauveteurs en mer bénévoles arrivent sur un secours à personne, par exemple, en mer, et ne soient pas aptes à faire les gestes qui sauvent, à apporter secours. Donc la formation s'est développée énormément à la SNSM, on va dire, ces 15 dernières années. Alors structurée autour d'un pôle national de formation qui est situé à Saint-Nazaire. Il y a d'autres structures plus localisées de formation. Il y a 33 centres de formation et d'intervention qui forment essentiellement des nageurs sauveteurs qui surveillent les plages en métropole. Et en Guadeloupe, on a le pôle de formation des Antilles, qui est une structure délocalisée du pôle national, et qui vise à permettre aux bénévoles qui sont affectés sur les stations de Guadeloupe de pouvoir se former en secourisme. Donc ils passent le PSE1, le PSE2, des diplômes équivalents à ce que passent les sapeurs-pompiers pour le secours à personne. Ils passent des formations aquatiques comme nageurs de bord. Bien souvent, les vedettes ne peuvent pas s'approcher des victimes parce que c'est trop dangereux, c'est des hauts fonds, parce que l'embarcation n'est pas abordable, parce que la mer bouge trop. Donc on est obligé d'envoyer des nageurs. Et donc il faut qu'ils aient des qualifications physiques déjà, et puis qu'ils aient des techniques pour aller chercher les victimes, les extraire du milieu dangereux.
Et puis, il y a aussi des formations nautiques, parce que il faut qu'on ait des marins qui soient à bord, ça devient des marins, même si chacun a sa profession qui n'est pas forcément en lien avec les professions de la marine. Donc, il y a des formations d'équipiers de pont, des formations d'équipiers navigation et des formations de patrons et de patrons suppléants qui se passent à Saint-Nazaire, parce que celles-ci, elles ne sont pas délocalisées, parce qu'il y a une grosse logistique avec plusieurs embarcations, des vedettes d'exercice, des semi-rigides, un simulateur. Donc les patrons, les futurs patrons d'embarcation, les capitaines en fait, vont se former à Saint-Nazaire. Mais tout ce qui peut être fait localement est réalisé par le pôle de formation des Antilles. Donc on est bien organisé finalement, en tout cas en local, en tous les cas. On essaie de s'organiser au mieux, mais tout ça est basé, les formateurs aussi sont bénévoles. Donc c'est beaucoup de temps là actuellement par exemple. C'est le monde du bénévolat. C'est ça. Pendant que je vous parle, il y a une formation de PSE2, nos premiers secours en équipe niveau 2, qui a commencé à Basse-Terre. Et donc ils vont avoir 8 soirées de 18h à 22h après leur journée de travail. Et ils retournent au travail sous une autre forme. Il faut aimer ça quand même. Oui, voilà, c'est une affaire de passion, je crois. Alors Monsieur Udo, le mot de la fin. Mais écoutez... ce qu'il y a de très réconfortant, c'est de voir que réellement il y a un dynamisme des stations SNSM aujourd'hui en Guadeloupe, et puis de voir également que les collectivités soutiennent et reconnaissent cet effort et réellement, comment dirais-je, valorisent, enfin reconnaissent tout ce qui est fait et cherchent à le soutenir pour la plus grande efficacité des stations et pour le plus grand bien du public et des Guadeloupéens. On nous dit d'ailleurs dans les commentaires que la SNSM aurait dû être une branche de l'État, comme les sapeurs-pompiers. Alors ça, c'est le fruit de l'histoire. Évidemment, on peut toujours envisager de créer un service de sauveteur en mer public. Mais ça va à l'encontre de la tradition. C'est-à-dire que dans l'histoire, vous avez toujours eu une solidarité des gens de mer qui faisait que les gens venaient aider. Aujourd'hui, s'il fallait recréer un service public, ça demanderait vraiment des efforts énormes et donc on changerait de modèle, quoi. Et vraiment, ça a un coût. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus nous parler donc de la SNSM qui représente donc ces fameux sauveteurs en mer. Je le rappelle encore une fois, toutes ces personnes qui prennent des risques pour vous sauver lors d'avaries en mer, eh bien ils le font bénévolement, donc n'hésitez pas à leur porter votre soutien dès que vous le pouvez. Encore merci messieurs, il y a beaucoup de félicitations d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous fais des bisous. Bye.